Alors merci beaucoup de ces mots bienveillants. On était en train d'évoquer ensemble avec quelques collègues des souvenirs communs, les liens, effectivement, pas seulement ceux de l'apprentissage de l'anatomie il y a un certain nombre d'années à Amiens, mais d'autres liens particuliers avec la ville de Poitiers. Vous voudrez bien excuser d'emblée le fait que je vais lire le texte. Je n'aime pas beaucoup cela. Un enseignant, habituellement, sait dire et parler sur des images sans être obligé de faire référence à un texte. Mais je pense que c'est un texte qui a été écrit à la suite d'une longue réflexion. C'est un petit peu difficile à entendre. Et puis, je vous prie également de m'excuser pour le caractère peut-être un petit peu agressif d'un certain nombre d'images que vous pourrez être amené à voir. Mais cela étant, c'est une vérité qui existe et je ne comprendrai pas très bien les raisons pour lesquelles on se cacherait les yeux en refusant de voir ce qui est et ce qui existe et qui peut en soi aussi porter une certaine beauté. Donc le visage, une impossible anatomie. Préfaçant le catalogue Identità et Alterita, figure del corpo, 1895. Alors, je suis désolé parce que là, j'ai... Oh là là. Oui, il faut que je... 1895-1995, publié à l'occasion du 100e anniversaire de la Biennale de Venise, Jean Clair, l'académicien que vous connaissez peut-être, parle de l'impossible anatomie à propos de l'année 1895. Il y évoque la découverte par Louis Lumière du cinématographe, celle par Röntgen des rayons X, celle par Marconi de la radiotéléphonie, ouvrant le regard sur l'invisible du corps humain. Regard. Dans cette double acception du terme, réitération, retour en arrière, rétrospection vers un état antérieur, mais aussi conservation, mise en garde. Le monde existe aussi longtemps que je le tiens sous mon regard et que je n'oublie pas de retourner vers lui mon regard, ajoute-t-il. Regard de l'homme sur son corps, tel est exprimé par André Delmas dans son introduction au chapitre qu'il y consacre à l'histoire de la médecine, la raison d'être de l'anatomie, sa définition. Invention humaniste du corps et proximité désormais affichée de l'homme de science avec le cadavre, c'est l'idée développée par Raphaël Mandresi dans son ouvrage « Le regard de l'anatomiste ». Quel regard peut donc porter l'anatomiste sur le visage, exposé en permanence à la vue et s'en dérobant tout à la fois ? Il est illicite que celui qui fut l'un des acteurs de la première allotransplantation de tissu composite au niveau de la face, la première greffe de visage, partagea cette interrogation. Visitant l'Unterian Museum à Glasgow, le chirurgien retient cette sentence « L'anatomie est à la médecine ce que la mathématique est à l'astronomie ». L'anatomie n'existerait donc que par destination. Hiéroscopie. Ouvrons donc de bas en haut cette anatomène pour, dans ses viscères, lire qu'elle eut d'abord une intention cosmogonique qui ne s'estompa qu'à l'heure de la Renaissance puis du positivisme et qu'elle ne se départit jamais d'une dimension artistique qui, par nécessité, illustre bien la première. L'art se fonde sur l'anatomie académique quand l'anatomie inspire l'artiste. Il n'est pas nécessaire d'étirer ici l'histoire d'une discipline, d'une science peut-être, qui, mieux que tout autre, sut ponctuer les découvertes qu'elle fit du nom de leurs découvreurs, Hérophile et Galien, Sylvius et Vézal, Farabeuf, Spalteholz, plus près de nous, inscrivent leurs noms dans l'éternité des structures qu'ils ont décrites, pressoir, aqueduc, trou, tronc, tout un vocabulaire métaphorique s'immortalise ainsi. Il n'y a que l'anatomie de respectable, sublime, implacable, immuable,
ponctue Céline dans un courrier adressé à Henri Mondor à l'occasion de l'édition de l'ouvrage de ce dernier, anatomiste et chirurgien. Prenant modèle sur l'académicien dans le choix qu'il fit des biographies, quelques points d'ancrage méritent d'être visités dans cette histoire qui ne fut pas un continuum, mais davantage une suite de ruptures, à la lumière à la fois de cet invariant métaphysique et artistique dont l'anatomie est hantée, mais également à celle de l'évolution des technologies qui, dans cette quête incessante, créent autant de nouvelles anatomies. Science interdite, après qu'Hérophile et Érasistrate en eurent établi les fondements et Galien rédigé le premier traité, l'anatomie dont Vicq d'Azir disait qu'elle est peut-être parmi toutes les sciences celle dont on a pu célébrer des avantages et dont on a le moins favorisé le progrès, dut attendre 10 siècles et l'édit de Frédéric II, roi de Sicile, pour lever l'interdit de la dissection du corps humain. 2 siècles encore, et avec, semble-t-il, l'autorisation du pape Jules II, Léonard de Vinci livre ses carnets de croquis de dissection, conservés pour la plupart dans les collections royales de Windsor. Ni démarche d'artiste, ni démarche de médecin, la curiosité de Léonard de Vinci est d'ordre philosophique, inscrivant le microcosme de l'homme dans le macrocosme de l'univers. Avec ces 12 planches, écrit-il, vous aurez à votre disposition la cosmographie de ce moindre monde, conçue selon le même plan que celle que Ptolémée consacra avant moi à l'univers. Tirant trait sur ces visages, en notant de figures géométriques, il inscrit la tête dans un ensemble de carrés homothétiques, attribuant au plancher du 3e ventricule le siège de l'âme, quand Platon attribue à la sphère la forme divine la plus parfaite, raison pour laquelle la tête est ronde. On objectera dans le même esprit que Léonard inscrit l'homme de Vitruve dans un cercle parfait. La curiosité de l'artiste ne saurait cependant se satisfaire de cette divine proportion. Il lui faut comprendre le fonctionnement de cet entrelac d'organes. Tous les mécanismes de l'homme, nous les expliquerons par le dessin, dit-il, du larynx naquit ainsi la flûte à bec, des tendons de la main, le clavier des clarinettes. Plus loin, chaque être est composé de vaisseaux, de tendons, de muscles et d'os. J'en traiterai à la fin du livre. En 4 dessins, je représenterai 4 des états d'âme, traiterai à la fin du livre. En 4 dessins, je représenterai, 4 des états d'âme universellement propres à l'homme, la gaieté, avec les différentes expressions du rire et leurs causes, de même le chagrin, la colère et toutes ses manifestations conséquentes, fuite, peur, férocité, lâcheté, meurtre et leurs composantes dans chaque cas étudié, la tentation de la physiognomonie n'est guère éloignée. Vézal. Référence faite à celui qui rédigea le De Humani Corporis Fabrica, on retiendra d'abord que le mot « fabrique » ressortit au XVIe siècle à l'Église et que, s'agissant d'une destination, d'un édifice, son caractère religieux, cultuel, lui confère une dimension spirituelle, même si, par un curieux renversement, le mot s'applique ensuite au lieu même de sa fabrication. C'est dans cette acception première qu'il faut prendre le mot de Vézal appliqué au visage. On ne saurait se contenter d'une mécanique si parfaite sans lui conférer quelques dimensions métaphysiques. Il convenait alors que l'illustration en fût confiée aux plus grands artistes, et ce n'est sans doute point hasard que les gravures de Vézal aient été confiées aux élèves du Titien, Hypotypose. Ce détour par l'art, inconscient, obligé ou intentionnel, seul susceptible de conférer au corps sa dimension divine, Église et corps ne font alors plus qu'un, pointe alors sur ce qui, de première lecture, pourrait constituer un paradoxe. En peinture, en effet, la fabrica s'oppose à la figura en ce que celle-ci s'applique au personnage et au portrait quand celle-là désigne l'architecture dans laquelle elle s'inscrit.
Et l'on sait que la mise en scène des travaux de dissection de Vézal répondait à un ordre pictural classique, faisant du squelette en situation la figure inscrite dans un paysage architecturé, ambiguïté sans doute voulue quand objet et sujet se confondent. Il y a de la fabrica de Vézal à la fabrique du visage le même cheminement explosif lorsque le génie du premier révèle l'imposture d'une anatomie galénique transmise sans voir et d'en avoir en réponse une anatomie à corps ouvert, et que le second s'adresse à ce que nous appellerons une anatomie biologique. Renaissance, référence faite à Léonard de Vinci. Cires anatomiques. C'est d'une manière artificielle, c'est d'une anatomie artificielle dont nous parle Desgenette quand il fait référence aux écorchés d'Ercole Lelli en Italie et à Gauthier d'Argotti en France, qui scellent dans la cire les dissections qu'ils ont illustrées dans leurs planches anatomiques. Le citoyen Desgenette, médecin de la République française, nous sommes en 1793, fait surtout référence à Fontana et à la superbe collection encore visible à la Specola de Florence. La cire, écrit l'auteur, a constamment paru préférable à toutes les autres substances. Sa transparence, la facilité qu'on a à la fondre et à la couler, à lui communiquer toutes les couleurs possibles, à lui donner à volonté différents degrés de consistance, lui ont assuré exclusivement cet avantage. Enduite d'un vernis spiritueux transparent, on peut la laver, en conserver par là la propreté et la fraîcheur, et même lui donner cet aspect gras et humide qui imite parfaitement l'état de la vie. Aussi, en parlant de l'anatomie artificielle, je n'ai en vue que celle qui est exécutée en cire coloriée dans sa substance. Insistant dans ses propos sur les vertus comparées de l'anatomiste et du chirurgien dans le geste de dissection, le seul à même d'apprécier la consistance des organes, cette dimension haptique si difficile à acquérir, rappelant la nécessaire collaboration entre l'anatomiste et le sculpteur dans la confection de ces moulages sculptures dont il souligne la valeur pédagogique indispensable, il rappelle la mise en situation, la mise en scène, dirait-on aujourd'hui, moins dans un ordre muséographique que dans une volonté de leur redonner vie en quelque sorte. Une partie des statues sont étendues sur de riches coussins de satin d'une forme très élégante. D'autres sont debout. Les premières sont immobiles et on les voit à travers de grandes caisses à panneaux de cristal qui se lèvent facilement. Celles qui sont debout sont élevées sur des piédestaux et couvertes aussi de panneaux de cristal qui s'ouvrent à volonté. Les statues qui sont droites ou debout tournent sur leurs piédestaux et dans leurs caisses par le moyen d'un petit levier en sorte que chacune de ces statues en remplace 4 qui seraient immobiles. Davantage que la placination qui reprend aujourd'hui dans un exercice dévoyé à des fins discutables un exercice analogue, il faut dire ici le caractère inspirant de ces cires à travers l'œuvre cinématographique de Smolders dans sa petite anatomie de l'image et l'usage créatif qu'en fait l'artiste belge contemporaine Berlinde de Brucker. Achéropoïèse, miracle de l'alchimie, au linge du suaire se sont substitués la plaque argentique et la virtualité numérique. À l'impression première, empreinte fidèle, s'est ajoutée l'expression de l'œil photographique, amalgame subtil d'un regard scrutateur et d'une technique docile. Comme Eugène Delacroix en peinture, Charcot en médecine, et avant Edward Muybridge dans The Human Figure in Motion, on retiendra ici l'usage que fit Duchesne de Boulogne de la photographie comme démonstration de la mécanique de la physionomie. Armé de son rhéophore, il stimule tour à tour la jonction neuromusculaire des muscles de la face, prêtant aux grands zygomatiques vertu du rire, quand petits zygomatiques et orbiculaires palpébraux signent le pleurer.
L'asymétrie de la contraction, du grand zygomatique à droite, du triangulaire des lèvres à gauche, doublée du léger rapprochement des paupières, se conjugue en un sourire méprisant. Le pleuret zygomatique unilatéral côtoie la sombre pensée de la contraction des sourciliers orbiculaires. Le pyramidal concentre la méchanceté quand la stimulation conjointe des sourciliers et des triangulaires des lèvres traduisent la peine avec abattement. De cette anatomie des passions, la postérité a retenu, au-delà de la démonstration du neurophysiologiste, le caractère artistique de ces photographies, mais il est vrai qu'elles furent prises par un élève de Nadar. Mais si la démarche est ici nouvelle, objective, et remet en cause la simple dimension interprétative de Gall, Lavater ou Julien Offroy de la Métrie dans son Anatomie et histoire naturelle de l'âme, tordant une nouvelle fois le cou à la physiognomie en précisant les règles de l'orthographe de la physionomie en mouvement, elle dissèque artificiellement un continuum musculaire non pas anatomique mais physiologique et fait abstraction de cet effet de balance inéluctable entre côté sollicité et côté non sollicité. À la juxtaposition des lettres de l'alphabet permise par la dissection anatomique, c'est donc ajouter une orthographe des mots sans que pour autant la sentence ne prenne sens. Précédant la diaphénisation de Werner Spalte-Holtz, le rayon X invente une nouvelle anatomie non disséquante en rendant le corps transparent. L'exonérant de l'effraction de l'enveloppe cutanée, la radiographie efface sans coup férir les parties molles pour ne se fixer que sur le squelette et superpose en 2 dimensions une image que la nature offre à circonscrire. Il faudra beaucoup d'artifices pour que cette nouvelle discipline s'affranchisse de ce premier handicap et beaucoup de points de vue pour qu'elle offre à examiner l'organe dans son volume. Elle reproduit en cela ce que la dissection avait mené des siècles durant. Cela aidant, elle ne donne pas à voir, elle invite à interpréter. Et exception faite du caractère inimaginable au sens littéral du terme de son rayonnement, elle abandonne à la dimension métaphysique et la dimension artistique. L'anatomie forte de ces traditions sera en renaissance en s'appliquant à se concentrer grâce au microscope d'abord, puis à la microradiographie sur le plus petit, sur le mésoscopique. L'art, cependant, n'est plus ici que correspondance. Effaçant la superposition des structures osseuses, la radiologie offre la planche tomographique dont l'empilement en couches successives permet enfin d'accéder à la 3e dimension. L'un d'entre nous s'était adonné à cet exercice, c'est que l'anatomie, comme la chirurgie, ne se conçoit qu'en 3 dimensions et que cette capacité abstractive de fusion-reconstruction ne fut que l'apanage des meilleurs. Et c'est avant que le numérique ne se substitua à l'argentique que Paul Tessier, père fondateur de la chirurgie crânio-faciale, ressentit par nécessité le besoin de matérialiser les volumes pour mener à bien ses interventions. Ce fut notre propre démarche quand, il y a un peu plus de 25 années, nous réalisions les premiers modèles stéréolithographiques. Cette première orbite, c'est d'une anatomie in vivo dont il faut désormais parler. En mobilisant les particules élémentaires, la résonance magnétique expanse les possibilités de cette anatomie in vivo. Il ne s'agit plus seulement de nouvelles images, d'un nouveau regard arrêté sur des structures jusque-là non visibles. Il s'agit, grâce à l'IRM de flux, à la tractographie, à l'élasto-IRM, d'une anatomophysiologie in vivo en fonction. Nouvelles images, nouvelles interprétations. La résonance magnétique, dans une utilisation de ce qu'il est convenu d'appeler l'IRM fonctionnel, nous livre une nouvelle fois à la tentation de la physiognomonie. L'anatomie a ainsi
la réputation d'être une science close et achevée, affranchie des instruments qui ont autrefois permis qu'elle se constitue, à tel point que le mot anatomie désigne moins une science que son objet. Ainsi s'exprime notre collègue Emmanuel Fournier, neurophysiologiste et philosophe, en introduction de son atlas d'électromyographie. Votre mâchoire est partie une moitié de votre visage, l'œil compris, le nez entièrement, et la bouche, le palais, une caverne maintenant. Vous comprenez quels sont les dégâts et leurs degrés. Je n'ai jamais vu pire cas que celui-ci, mais il y en a eu de pire. Il y a toujours pire. Levez la main si vous me suivez. Le visage, en fin de compte, est une structure. C'est une organisation particulière de tissus musculaires et d'os, de fibres, de membranes, et rien ne peut vous le rendre. Il est du moins reproductible, et si on ne peut le reproduire à l'identique, une certaine ressemblance peut être assurée. Levez la main si vous me suivez. Il y a beaucoup à dire du visage meurtri. Quand la défiguration malformative, tumorale, traumatique s'offre à nu à notre regard, quelle vérité porte-t-elle en elle? Et comment le voyeur que nous sommes la traduit-elle? L'objectif médical dans son dessin et dans ses dessins différerait-il et comment de l'objectif artistique dans son destin? Votre inhumanité intellectuelle et technique se concilie fort aisément, et même fort heureusement, avec votre humanité qui est des plus compatissantes et parfois des plus tendres. Que cette sentence prémonitoire de Paul Valéry s'applique bien ici à la chirurgie de la transplantation et à la transplantation d'une partie du visage. Inhumaine. Et la défiguration de ces patients transformait l'espace d'un instant en sujet monstrueux, cachant le trou béant d'un visage derrière un masque qui attire davantage le regard qu'il ne le détourne. Bête curieuse, dit le vocabulaire, qui donne à voir et suscite la curiosité. Inhumaine, terriblement inhumaine, l'idée de perturber la sérénité de qui va mourir, de maintenir artificiellement son corps végétatif en vie pour mieux en interrompre le cours en prélevant ses organes et en dénaturer, quelle que soit l'application à redonner la forme, l'apparence. Inhumaine, quelque part, cette froideur chirurgicale, aidée en cela par la limitation du champ de vision au champ opératoire, froideur nécessaire à tailler avec certitude dans le vif et disséquer et repérer muscles et éléments nobles, à squelettiser, terrible mot emprunté au vocabulaire anglo-saxon, nerfs et pédicules vasculaires. Mais à l'opposé, humaine, magnifiquement humaine, cette revitalisation du transplant, quand l'éclan levé, il reprend couleur, volume, consistance et vie, cette transsubstantiation qui fait d'un tissu atone, flasque, sans couleur, le fragment de chair qui palpite au rythme de qui le reçoit. Humanité restaurée, quand le patient, se regardant dans le miroir, dit « je me ressemble », apparence retrouvée, corps reconnu au fil de la restauration de la sensibilité, nouveau visage capable d'inscrire dans ses traits l'émotion, le monstre a laissé place à une figure humaine. Humaine, surhumaine, pourrait-on dire que cette donation de la part la plus chère de soi-même, l'image dont on souhaite que les autres se souviennent, cette partie unique qui, si elle n'est plus le lieu de l'âme, n'en est guère éloignée,
que celles et ceux qui en ont accepté le principe, au-delà de ce que chacun a pu exprimer de son vivant, sachent que la noblesse de ce geste est à jamais inscrite dans l'histoire de l'humanité. Et avoir ainsi défilé cette galerie de portraits nés de la quarantaine de greffes de visage réalisées à ce jour dans le monde, on ne peut que redire ici, évidence, la non-correspondance en taille, en forme, en situation spatiale des structures anatomiques de la face, et que l'anatomie est tout à la fois règle et exception à la règle. Le visage, le nez, je le vois, le bout, les narines, souffle de vie, cette courbe que tu prisais tant, une ombre de lèvres, si je fais la moue, la langue, bien sûr, que tu goûtais tant, si je la tire, le bout, un rien de front, de sourcils, imagination peut-être, la joue, non, non, même si je les gonfle, non, non, Bernic, c'est tout. Orgue, organe, même étymologie. Et si le visage n'était qu'un organe? Et si, à l'instar des autres organes, il n'était que de la viande? On objectera volontiers que par étymologie, le visage est ce qui donne à voir. Or, ses fonctions organiques, le visage n'est visage que dans la réciprocité du regard de l'autre. Et qu'est-ce que le regard sinon un point de vue? Effaçons les yeux du visage. En embarrant d'un trait noir le portrait photographique, c'est concentrant et déplaçant tout à la fois l'attention qu'on lui porte, anonymiser tout ce qu'il contient en lui d'échanges potentiels et donc de personnalisation. À l'opposé, l'expérience du chirurgien cagoulé et masqué, ne laissant apparaître que la ligne des yeux, est riche d'enseignements. Au-delà des motifs d'asepsie qui imposent cet accoutrement, c'est nécessité de concentrer l'efficience du geste dans la vue et le toucher. Mais hors la parole, rare et technique, l'échange avec les assistants et croisement de regards, l'œil parle. La surprise vient quand, après l'opération, le visage démasqué de l'aide, inconnu peut-être jusque-là, s'offre et se révèle autre, totalement autre que celui qu'on aurait pu imaginer. Et que dire du visage quand le corps se dénude ou quand, hiératique, modèle et mannequin se confondent et immortalisent un sujet-objet, simple reflet s'offrant à l'œil du photographe. On objectera ensuite que le visage est le lieu de concentration de la sensorialité. Cela justifie qu'il soit à découvert, les sens aux aguets. Mais dans la relative impuissance de la chirurgie à pallier leur insuffisance, cela ne justifie pas qu'ils revêtent une valeur supplémentaire de quelque nature qu'elle soit par rapport aux autres segments anatomiques du corps. L'expression usitée « organe des sens » accrédite la dimension strictement fonctionnelle de l'olfaction, de la vision, du goût, de l'ouïe et du toucher, qui certes interviennent dans la relation à l'autre, mais non exclusivement chez l'homme. À l'étage facial, d'ailleurs, cette sensorialité se résume à un rôle de transmission, et c'est à ce niveau, de manière rudimentaire, que l'ophtalmologiste, l'otologiste interviennent pour améliorer les déficits de sensorialité. Anecdote non incidente ici, le bien fondé de la greffe de visage chez le patient aveugle a fait l'objet d'un débat récent. Bien qu'ayant récusé à 2 reprises cette indication, on accrédite volontiers l'idée que la cécité ne constitue pas en soi une contre-indication, non pas tant en raison de la perception autre qu'un aveugle pourrait avoir du regard posé sur lui-même, que parce que la transplantation est à même de restituer d'autres fonctions à son propre visage, essentielles et exacerbées pour sa propre qualité de vie de relation. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Le nouveau-né aurait ce privilège de la fusion des sens, cette faculté de voir le son, de toucher la couleur,
de prêter à la forme une odeur ou un goût quand l'adulte, à quelques exceptions près, par pathologie ou de manière plus fruste par éducation, le sculpteur, l'interprète musical, les dissocie. C'est davantage par sommation, par juxtaposition de nos sensorialités que notre visage, comme notre corps, prend la mesure du visage, du corps de l'autre. Le chirurgien doit avoir cette vertu. Et le costume qu'il porte est là aussi pour en acutiser les possibilités. Il faudrait donc revenir sur les liens qui se créent entre l'œil et la main du chirurgien dans l'acte opératoire et étudier dans quelle mesure leur union évidente ne repose pas sur un affrontement des sens. Car si la main opératoire avance sous la tutelle de l'œil, c'est pour trouver des solutions à jamais mystérieuses pour lui. Il pourrait être utile de stigmatiser cette distinction en réintroduisant un terme peu usité, le mot haptique, afin de désigner le toucher chirurgical d'une manière qui le rapproche et l'oppose à l'optique. Cette interrogation sur les rapports de l'œil et de la main ressurgit sous un jour nouveau et avec une nouvelle dimension de redoublement à l'occasion de la greffe de visage. Car un lien ne manque pas de s'établir entre le visage qui, objet et sujet de l'attention chirurgicale, s'efforce de retrouver humanité et identité au fil des interventions, et le visage qui, caché derrière son masque, s'applique à réparer la défiguration. L'analogie s'impose alors, celle du peintre et de son modèle, du sculpteur et de la main qu'il façonne, les conditions d'un art. Affrontement des sens donc, mais aussi enchevêtrement dans ce qui serait une tactilisation de la vue et une visualisation du toucher, ce dialogue nécessaire entre optique et haptique définit l'acte chirurgical. Miroir de la sensorialité, le visage concentre dans un langage presque universel notre expressivité. Duchesne de Boulogne, nous l'avons dit, armé de son seul réaufort, décrit superbement une anatomie des passions. La fonction dont il est ici question n'est pas seulement vitale, fermer et ouvrir les paupières, dilater les narines, occlure les lèvres ou les propulser, elle est sociale, en ce qu'elle véhicule nos émotions au travers d'un système complexe de mouvements synchrones ou métachrones, symétriques ou non, volontaires ou réflexes, dans un jeu syncinétique ou antagoniste dont on est loin d'avoir compris la biomécanique. Dans cette fonction d'expression, le visage est totalement, mais non de manière exclusive, organe, dans le même sens que Pascal attribuait à la jambe « les jambes sont les organes qui suffisent pour marcher », écrit-il. Et si le visage parle, ou mieux discourt, au même titre que les mains et que le corps tout entier, parfois de manière contradictoire, c'est que l'expression qu'il porte, l'émotion qu'on lui prête, n'est pas davantage que la résultante d'une contraction musculaire. Et la chirurgie de transposition ou d'autotransplantation musculaire proposée pour la réhabilitation de la paralysie faciale, par exemple, cette chirurgie palliative n'a d'autre prétention que de reconstituer une contraction musculaire. Et quelle que soit sa difficulté technique, elle ne porte pas en elle davantage de noblesse que la même chirurgie appliquée aux membres paralysés, par exemple. Dans son geste, le chirurgien n'intervient que dans la dimension mécanique du mouvement restitué. Il permet, sans la maîtriser, l'intégration biologique du mouvement. Il restera au patient d'en reconstruire la dimension sémantique. De Léonard de Vinci. Si tu fends un oignon en son milieu, tu pourras voir et compter toutes les tuniques ou pelures qui forment des cercles concentriques autour de lui. De même, si tu sectionnes une tête humaine par le milieu, tu fendras d'abord la chevelure, puis l'épiderme, la chair musculaire et le péricrâne, puis le crâne, avec au-dedans la dure-mère, la pimère et le cerveau, enfin de nouveau la pimère et la dure-mère et le rété mirabile, ainsi que l'os qui leur sert de base. Commentaire de Jean Dubuffet. Que d'enveloppes successives qui n'enveloppent à la fin rien du tout. Ça n'empêche qu'un oignon, c'est quelque chose qui existe.
Mais de l'éplucher, ça n'avance à rien. D'ailleurs, on peut dire aussi de toutes choses qu'elles ne sont pas généralement où on les cherche. On objectera encore que le visage est le miroir de l'âme. Aux trois âmes, décrites par Platon, plus tard reprises par Galien, et qu'il situe respectivement dans l'acropole du corps, le cerveau, l'âme immortelle, le cœur, l'âme du courage et de l'emportement, le foie, miroir qui envoie les pensées de l'intelligence réfléchir sur les bas instincts pour les contrôler, comme l'exprime Laura Bossi, se superposent les trois étages du corps humain, le digestif, le respiratoire, le neurologique. Cette tripartition se retrouvera à l'étage céphalique. Le visage est ainsi dans une règle proportionnelle, une divine proportion des 3/3, divisé en un étage masticatoire, proprement digestif, moyen, nasal, donc respiratoire, et supérieur, noble, encéphalique, frontocrânien. L'âme du visage ne serait donc que surfacique, dévoilant ses états au gré des mouvements d'expression, reprenant à notre compte la phrase de François Delaporte, « Plus que jamais, le visage est le lieu de l'âme, mais ce lieu est désert. » On tord définitivement le coup à cette fausse science qu'est la physiognomonie. Ce disant, la chirurgie faciale y perd-elle de son aura? Au contraire, elle se réapproprie la noblesse d'une chirurgie générale, faite des mêmes gestes, portant sur les mêmes tissus, disposant des mêmes outils, globale dans ce qu'elle touche à la dimension cosmogonique de l'individu. On rétorquera enfin que le visage étant la marque identitaire du sujet, la chirurgie qui s'y applique est investie d'une responsabilité particulière. Interrogée 3 années après la greffe dont elle a bénéficié, la première transplantée de la face affirmait « Sans visage, on n'est rien ». Et elle ajoutait, à propos des chirurgiens, « Ils m'ont redonné une identité ». Et il était donc légitime que fût posée la question « Quelle identité pour les greffés du visage ?» Et en guise de réponse, jaillissent aussitôt 2 autres interrogations en miroir qui ont mérite de créer un amont et un aval, éclairant l'interrogation première. Quelle identité pour un défiguré? Quelles identités pour les greffés du visage? Il serait commode, mais hâtif peut-être, de considérer, dans une acception commune du mot, que le caractère identifiant d'un individu s'inscrit totalement dans l'apparence physique du visage. Accréditant cette thèse, le récent travail mené en IRM fonctionnel par notre collègue américain Hallam laisse penser que l'absence de réaction des centres nerveux de l'émotion à la vue d'un sujet défiguré est liée à son caractère inhumain. Serait-ce donc l'impensé de la situation pour autrui comme l'impensable de cette même situation pour soi-même qui susciterait cette réaction première? À la forme visible s'est substitué l'informe. Défiguré, le sujet demeure cependant unique et remarquable par de multiples autres traits. Une posture, un mouvement, une voix, un caractère qui exonèrent d'en voir le visage. À l'exact opposé, la monstration de la défiguration a pu en son temps constituer un élément valorisant, comme chez les gueules cassées par exemple, des déformations acquises, rituelles, artistiques, se veulent parfois des entreprises signifiantes ayant le même objet. Restaurer le visage détruit s'applique donc à ces 3 sens du terme. On considérera volontiers que la greffe de visage rend cet objectif illusoire dès lors que les tissus d'un sujet sont plaqués sur la béance du non-visage de l'autre et que le risque de ressemblance entre donneur et receveur est grand, rendant caduque la proposition elle-même. Ce risque de ressemblance est en réalité faible, car à ne considérer que les tissus mous, cela se redrape sur un squelette différent qui porte en lui les fondements et participe de la forme globale. Et à envisager une greffe qui associerait partie molle et partie dure, faudrait-il encore que l'infrastructure soit spécialisée par rapport à son homologue
basicrânien dans les mêmes orientations. Et quand François Delaporte écrit « Tout se passe comme si l'une s'habillait de la dépouille de l'autre ou comme si la dépouille de la première devenait le souple et soyeux vêtement de l'autre », il illustre magnifiquement par sa métaphore la transsubstantiation, c'est-à-dire le passage d'une matière inerte à un tissu organique, celui d'une enveloppe voile à une peau toile, capable d'écrire l'ordre du monde de l'individu. Emmanuel Fournier parle de déconjugaison, d'infinitisation du visage qui le libère du temps et de la personne du donneur et permet finalement de le rendre recevable par quelqu'un d'autre. Au-delà du recouvrement de la sensibilité, au-delà de la restauration motrice, forme et fonction sont intimement liées, la forme permet la fonction, mais la fonction façonne la forme. Au-delà de l'intégration corticale, quand l'imagerie confirme la reconnaissance du fragment transplanté comme partie du corps, c'est plus que d'identité restaurée dont il faut parler, mais d'individuation restaurée. Pardonnez-moi. La greffe de visage ne vaut que si elle le permet au sujet qui en bénéficie de faire le deuil du deuil, pour reprendre l'expression de Catherine Malabou, c'est-à-dire prendre conscience du fait qu'être soi-même, c'est perpétuellement changer et s'accepter comme changeant. Alain Masquelet rapporte... Je suis désolé, j'ai un petit décalage sur mes diapositives. La greffe de visage a un processus d'individuation dans un rôle de transducteur qui fait donc apparaître non seulement l'individu, mais le couple individu-milieu. Il serait enfin tronqué d'écrire que la greffe de visage ne vaut que par sa dimension chirurgicale. L'organe visage s'inscrit dans un corps qui porte sa propre identité sanguine, tissulaire, génétique, et que, comme pour tout transplanté, cette ipséité est mise à mal et qu'il lui faut accepter, avec l'aide des médications immunosuppressives, l'altérité du tissu ou de l'organe transplanté. Cette marque immunitaire reproduit à son échelle sa propre capacité d'adaptation et de mutation, sa force de rejet, mais aussi d'autodestruction. L'identité des greffés du visage ne serait donc que l'expression triviale d'une angoisse organique universelle, celle des chimères de la mythologie, de la métempsychose et de la résurrection des corps des religions, du soi et du non-soi des philosophes. La greffe de visage, plus simplement, est renaissance, page blanche offerte, palimpseste, dirait-on, dont les signes premiers ne s'effaceront jamais, capable de restaurer l'ordre du monde du sujet défiguré. Safranet, la Grèce s'immisce de manière ordonnée dans des espaces virtuels liant nécessaire à la bonne mécanique des rouages. Chamoisés, les lobules glandulaires font corps sécrétant dans des amas fragiles. Argentés, des tendons alignent leurs fibres convergentes vers des attaches profondes. Ivoire, quelques nerfs filiformes cheminent obstinément dans ce dédale. Carmin, les muscles laminés indiquent dans cet entrelac le vecteur de leur action. Outre-mer violacée, des veines désœuvrées soupirent au rythme de la respiration. Viande, viande noble. Le visage, forme informe, n'est donc rien d'autre que l'extrémité crâniale aboutie d'un tube embryonnaire trifolié dont l'exhibition et les béances ouvertes laissent imaginer quel monstre l'habite, quelle âme, quand l'extrémité caudale, cachée, suscite les mêmes fantasmes. Neurectoblastique dans son enveloppe, mésoblastique dans ses mouvements, antoblastique dans son oralité, le visage n'est rien moins, rien de plus que de la viande vivante, il est organe, et le chirurgien qui l'opère n'a ni davantage, ni moins de devoir que le chirurgien généraliste qu'il se doit d'être, boucher, certes,
Mais comme le dit Deleuze à propos de Bacon, le peintre est boucher, mais il est dans cette boucherie comme dans une église, avec la viande pour crucifier, le mot viande, aliment à entretenir la vie, retrouve alors la plénitude de son acception. Il n'en demeure pas moins que cet organe viande qu'est le visage, devenu libre depuis la première transplantation, capable de survivre ex vivo, indispensable à la dimension cosmogonique de l'individu, porte en lui, au même titre que les autres organes, une ineffable beauté ontologique qui constitue sa seule vérité, exercice d'admiration. Certes, nous ne sommes pas sûrs que les profondeurs recèlent vraiment quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, en chacun de nous, il y a ce geste brutal, ce mouvement de la main qui cherche à soulever le visage de l'autre dans l'espoir d'y trouver en lui et derrière lui quelque chose qui s'est caché. Milan Kundera. Ailleurs, l'homme regarde sa peau, la palpe. Qu'y a-t-il au-delà? Quelle machinerie, quel flux? Le sac de chair est impénétrable hors des orifices qui mangent et qui rejettent. Il n'en a d'autre conscience que la douleur, que cette transformation primaire de la matière en excrément, parfois un peu de sang perce. Si la nudité est scandaleuse, quelle obscénité se cache derrière la peau? Dans son grand désir de connaissance pour défier la douleur et sonder la mort, l'homme évente des oiseaux d'abord, de petits animaux, puisque sa vie aussi, survient la tentation du cadavre. Si Dieu a fait l'homme à son image, comment disséquer Dieu? Ainsi s'exprime Hervé Guibert. Ailleurs encore, Gwenaël Aubry, est-ce l'âme qu'il pourchasse dans les plis des muqueuses et les fouillis d'organes, comme les savants sur leur table de dissection? Tel est le chemin de l'anatomiste et du chirurgien. Telle est aussi la limite de leur savoir, la limite de leur pouvoir, cet interdit, ce privilège d'inconnaissance dont parle le philosophe. Derrière le trou béant laissé par le ciseau et la pincette, la viande que celui-ci rapetasse, que celui-là prépare, donnant naissance à autant de portraits, à autant de figures, laisse entrevoir, sous le passage de la rugine, la carcasse, le rien. Ce cheminement ne peut cependant s'exonérer de l'exercice d'admiration. Un instant, l'anatomiste s'interrompt dans son labeur. Sans doute veut-il aussi laisser à ses élèves mesurer la terrible splendeur de ce paysage humain que l'œil ne saurait épuiser, dont il ne saurait se saisir, ce graphisme dont il s'efforce de suivre les lignes, de parcourir les réseaux, d'essence de cette chair qui d'être retournée ne semble plus nue, éclat bleuté de ses structures nobles, silence torrentiel de ses viscères que leur exhumation aurait révélé, telle la maquette d'une cité enfouie. Éblouissement de Gottfried Benn lorsqu'il découvre les salles d'autopsie, cette illumination première, cette révélation sans cesse renouvelée, cette défiguration provoquée puis reconstituée au prix d'autres défigurations, fondent l'âme du chirurgien. L'artisan rejoint alors l'artiste, attentif qu'il est à ce qu'il ne sait pas. Impossible anatomie. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir mêlé autant la littérature et l'art et d'avoir Kundera ou Hervé Guibert, anatomiste de la photographie. Si vous ne connaissez pas ce critique de la photo, c'est vraiment, ces articles sont à lire. Voilà. À votre tour pour un échange.
remarques ou des questions. Une petite question un petit peu technique. La difficulté de la sensibilité du visage, comment vous l'avez envisagée, comment vous l'avez réglée, comment elle se ressent chez les patients? Nous étions samedi dernier à l'Académie de chirurgie en train de discuter de l'histoire des transplantations. Et il y avait là, Grangebach notamment, qui avait été l'élève de Christian Cabrol et qui avait pu effectivement mener les premières greffes cardiaques à l'époque. On était dans les années 1970, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. La première greffe cardiaque par Barnard avait été en 1967 au Cap. Alors quand vous faites une transplantation cardiaque ou quand vous faites une greffe rénale, eh bien vous remettez en place les vaisseaux pour faire revivre l'organe. Alors il doit y avoir un choc électrique pour les greffes cardiaques vraisemblablement, et pour les reins, en fait les fonctions de l'organe interne reprennent automatiquement. Le simple fait de restaurer une vitalité en faisant en sorte qu'il y ait reconnexion, n'est-ce pas, des artères et des veines, donne à l'organe sa possibilité de refonctionner. Pour ce qu'on appelle les allotransplantations de tissus composites, c'est-à-dire en gros la main et le visage, bon, même s'il y a eu d'autres organes, là par contre, et c'est là où c'est intéressant, quand vous transplantez un visage, vous vous apercevez que le lendemain, les poils, pour un homme, repoussent, n'est-ce pas, que la peau pâlit et rougit le lendemain de la transplantation. Par contre, il n'y a pas de mouvement et il n'y a pas de sensibilité. Et donc, devoir est fait, et c'est vrai pour la main comme c'est vrai pour le visage, devoir est fait au chirurgien non seulement de rétablir la continuité vasculaire, mais de rétablir la continuité nerveuse. Et le plus bel exemple est la troisième transplantation que nous avons réalisée en 2012 chez une femme. Vous avez vu ces photos un peu épouvantables, là où on voit d'énormes trous. Voilà, et bien cette femme, qui avait une pathologie bénigne mais gravissime, cette femme, donc, on lui a reconstitué son maxillaire, la totalité de sa mandibule et la totalité de sa langue. Autrement dit, on a retiré la totalité de sa langue, on lui a laissé bien sûr son larynx au-dessous, et on a reconstitué sa langue. Et on est allé suturer non seulement les nerfs moteurs, le nerf grand hypoglosse pour la langue, mais les nerfs sensitifs. Voilà. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que si elle a recouvré une assez mauvaise motricité de sa langue, en dépit de la suture des nerfs moteurs, elle a retrouvé une sensibilité non seulement tactile, mais une sensibilité au goût des aliments. Autrement dit, les 4 saveurs fondamentales, elle les a retrouvées uniquement par la suture nerveuse du nerf sensitif. Et ça, c'est une chose qui est assez extraordinaire et à laquelle on ne s'attendait pas. De la même façon, elle a retrouvé au niveau de ses dents une sensibilité dentaire. Vous vous rendez compte ? Ce qui paraît d'ailleurs pour nous, sur le plan anatomique, absolument extraordinaire. Et la restauration de la sensibilité précède la restauration de la motricité. Autrement dit, et quand on a fait donc un certain nombre de travaux avec le laboratoire de neurosciences de Lyon, n'est-ce pas, où on a fait donc de l'IRM fonctionnel afin de voir qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, au niveau effectivement des aires corticales, alors la frontale ascendante, la pariétale ascendante, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là quand on a quelqu'un qui a une amputation de la main ou quelqu'un qui a une amputation du visage et qu'on va transplanter après. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une reconnaissance du transplant, mais qui est contemporaine de la restauration de la sensibilité et de la motricité, ce qui m'apparaît normal en termes d'imagerie cérébrale, si vous voulez. Voilà. Donc, effectivement, c'est devoir nous est fait. Et alors, un article récent, paru dans la littérature un peu spécialisée pour les transplantations, témoigne quand même du fait que, quelle que soit la qualité des microsutures que l'on fait, la restauration de la sensibilité comme la restauration de la motricité n'est pas aussi parfaite que cela. Je crois que là, il faut... Et ça fait partie des grandes interrogations, des grands challenges. Enfin bon, remplacer un tissu vivant par un autre tissu vivant soit, lui restaurer la totalité de ses fonctions, je crois qu'on n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Je me demandais à quel point devait être ressemblante la personne qui était donneuse par rapport à la personne qui était receveuse. Et est-ce qu'il y a une grande fenêtre possible entre, par exemple, la corpulence, l'âge de la personne qui donne le visage et de la personne qui la reçoit ?
Alors c'est effectivement l'une des objections qui avait été faite. Là, vous soulevez une question qui est assez intéressante, parce que c'était posé dès le début. On s'est dit, voilà, on va faire une transplantation, et à ce moment-là, on va reconnaître l'autre et la famille du donneur, etc. Bon, voilà. J'ai dit dans le texte que j'ai lu tout à l'heure qu'à partir du moment où vous n'utilisez que les tissus mous de la face, sans modifier ou sans prendre chez le donneur une partie du squelette, il y a une réharmonisation des tissus mous du visage sur un squelette qui est différent d'une personne à l'autre, même si la différence n'est pas aussi énorme que cela. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'on a vu au fil des années l'extension ou la surface des transplantations du visage devenir de plus en plus importante. Alors, il y avait eu un travail expérimental qui avait été fait par un collègue de Chicago, je crois, enfin bon, peu importe, américain, là, qui s'était amusé au laboratoire d'anatomie à découper donc le visage d'un sujet, enfin, d'un cadavre, n'est-ce pas? Bon, et puis le visage de l'autre, il les avait intervertis en se posant cette question, y aura-t-il une ressemblance? Bon. Alors, ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que plus il y a eu d'extension dans la surface du visage, et ça c'est très américain à l'heure actuelle, pour les quelques équipes qui travaillent, il y en a une à Boston et l'autre essentiellement à New York, c'est vrai que le risque n'est pas nul. Le risque de ressemblance n'est pas nul. Alors ça va très très loin puisque notre législation française à nous interdit ou préserve l'anonymat du donneur. Ça, c'est vrai pour tout ce qui relève des greffes transplantations, c'est une règle. Il n'y a pas de lien possible entre celui qui reçoit et celui qui a donné. Le lien ne peut se faire que de façon anonyme et indirecte par l'Agence de la biomédecine. C'est une règle. Et je trouve que cette règle est heureuse. Cette règle, elle a été, pour la première greffe de visage qu'on a faite, elle a été effectivement remise en cause par des journalistes, mais des journalistes anglais. Ce qui m'a valu de me retrouver d'ailleurs, enfin bon, bref, il y avait une plainte, etc., qui a été déposée par la famille de la donneuse. Voilà, bon, ça c'est un détail, mais c'était effectivement des journalistes anglais qui avaient fait une enquête et qui avaient permis à ce moment-là de faire lien et de savoir qui avait donné le visage de la première. Voilà. Alors, aux États-Unis, c'est différent, le lien est permis entre la famille. Et ça va très, 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 très loin. Et on a vu des émissions de télévision aux États-Unis où l'épouse d'un donneur allait embrasser le visage de celui qui avait reçu la partie du visage de son mari. Enfin bon, bref, qui était décédé. Vous voyez, bon, ça va loin. Alors là, on n'est plus dans une ressemblance, mais à la limite, si vous voulez, la question de la ressemblance esthétique, physique, qui, à mon avis, ne vaut pas, parce qu'un visage, c'est en permanence mobile. Et en fait, on n'est pas là dans un masque. Et je crois que ça rejoint la question que vous posiez tout à l'heure. Et c'est là tout ce qui rend tout à fait spécifique la greffe de visage ou l'allotransplantation de tissu composite au niveau de la face, n'est-ce pas? C'est que nous ne sommes pas là dans une transplantation d'un masque, nous ne sommes pas là pour mettre quelque chose, pour cacher une défiguration, on est là pour restaurer une fonction. Et là, voilà. Et notre visage, nous le fabriquons. Et quand je faisais référence à Catherine Malabou, là, dans son ouvrage, tout à l'heure, c'est s'accepter soi-même comme changeant. Enfin, moi, je veux bien... Vous voulez me voir en photo? Vous voulez pas me voir à 18 ans sur mon permis de conduire? Et en fait, non, mais si je vous dis ça, c'est assez amusant. Moi, je me dis, c'est qui ce garçon? Alors, bien sûr, je veux dire qu'il est beau parce que c'est moi, mais... comment dirais-je, notre visage est en permanence. Et en fait, c'est facile à chacun d'entre nous de faire l'expérience et d'aller porter regard sur le visage qu'on a en si main. Mais c'est pas possible, j'étais comme ça. Donc notre visage est changeant. Et notre visage, il est en permanence en mobile, en expression de. Et c'est ce qui est assez important enfin, à comprendre. C'est... dans notre métier, dans notre action à travers la transplantation, nous ne reconstruisons pas, nous ne redonnons pas une identité à quelqu'un, nous permettons à quelqu'un de se refaire une identité. Vous comprenez? Dans tous les sens du terme. Donc on n'est plus simplement dans une ressemblance de forme, c'est pas ça qui est important, c'est dans cette capacité de se refaire une identité. C'est pour ça que j'utilise plutôt le terme, qui est un terme utilisé par les philosophes, d'individuation, plutôt que de terme d'identité. Être capable de redevenir un individu. Car, comme la première transplantée disait, quand vous êtes défiguré, comme elle l'était, et comme d'autres le sont encore aujourd'hui, vous n'êtes rien. Voilà. Et il y a malheureusement partout dans le monde et en France des gens qui vivent reclus chez eux, défigurés,
qui n'ont plus de vie. Oui. Madame. Dans la même lignée de pensée, j'aimerais savoir si les personnes qui sont défigurées depuis très très longtemps par des pathologies ou des accidents finissent par quelque part se reconnaître un peu dans leur propre manque au niveau du visage. Est-ce que quand on leur fait des implants du coup du visage, est-ce qu'ils sont réellement capables de s'approprier ce visage et de retrouver la totalité de leur fonctionnalité et de se reconnaître dans le miroir? Ou est-ce qu'il y a un temps de battement où ils ne se reconnaissent pas? Ou est-ce qu'ils sont quelque part entre eux avant où ils se reconnaissaient et eux maintenant où ils se reconnaissent un peu mais pas trop? Enfin, je sais pas, je suis très claire dans ce que je dis, mais... Si, non, c'est bien, si, c'est bien ce que vous dites, oui, c'est bien. Alors, il faut faire, la première distinction qu'il faut faire, c'est la cause de la défiguration. Soit la défiguration est d'ordre traumatique. Donc vous avez une rupture, et toute personne qui a été victime d'un traumatisme qui induit une défiguration a une volonté de restitutio ad integrum. Je n'ai pas montré là ici les photos de la première transplantée entre l'année qui précédait sa défiguration et les 3 ans, une photographie prise 3 ans après sa transplantation. Vous mettez ces 2 photos l'une à côté de l'autre, vous pouvez très bien faire abstraction de l'épisode intermédiaire, celui de la morsure et celui de la transplantation. Vous dites que c'est une évolution normale d'un visage. Mais elle dit « je n'ai pas retrouvé mon visage d'avant ». Mais comme nous-mêmes n'avons pas conscience du visage que l'on pouvait avoir 5 ans auparavant. Cela étant, l'exigence du traumatisé, c'est effectivement de retrouver le visage qu'il avait avant, qu'on utilise une transplantation, une greffe ou pas. Hein, c'est pareil, quels que soient les trucs. Et souvent, en fait, il y a... jamais les personnes ne vous diront « Ah, j'ai exactement retrouvé la tête que j'avais avant ». Voilà. Il y a quand même eu un traumatisme. À côté du traumatisme physique, il y a eu un traumatisme psychologique. Alors, savoir que c'est différent pour les gens qui ont eu une défiguration, comme pour la 3e transplantée, qui est une personne qui, pendant 25 ou 30 ans, a vécu avec ce qu'on appelle une malformation artério-veineuse de la face, n'est-ce pas? C'est l'Elephant Man, comme on a vu au cinéma, bien. Où là, à ce moment-là, votre vie, vous vivez pendant 20 ans, 30 ans, avec une déformation de plus en plus importante de votre visage, ce qui fait que vous n'avez plus d'éléments de référence. Enfin, voilà. Et là, la transplantation, effectivement, vient rompre un cycle, oui, ou un mode de vie. Et effectivement, ça fait rupture. Alors, là où, dans l'expérience que je puis en avoir, c'était le cas d'une dame qui avait une malformation artério-veineuse qui donc présentait des risques hémorragiques permanents, et que ce risque hémorragique a prévalu. Enfin, c'est-à-dire que ce risque a été supprimé chez elle. Donc, effectivement, ça lui permettait de revivre. Non seulement elle avait une nouvelle figure qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir, n'est-ce pas? Bon. On rejoint là un petit peu l'attitude de ceux qui sont nés porteurs d'une malformation, voilà, et qui n'ont pas d'éléments de référence avant. Il y a là des études qui ont été menées, une démarche tout à fait intéressante d'ailleurs sur le plan psychologique, de même quelqu'un qui a juste une petite fente labiale, là, qu'on répare magnifiquement bien. Et malgré tout, il y a toujours l'absence du père, quoi, enfin, un petit peu. Quoi, enfin, c'est un petit peu ça. Alors, on fait très très attention quand on choisit les patients. Alors, on m'avait adressé à un monsieur d'Italie qui avait été victime d'un traumatisme balistique de chasse et qui avait subi 100 interventions chirurgicales. Et ce monsieur, ce qui paraît absolument... Rassurez-vous, il y en a d'autres qui en ont subi bien davantage, là, mais c'est autre chose. 100 interventions chirurgicales, bon, avec des échecs itératifs, bon, il était implanté. Et j'ai un collègue italien qui, gentiment, nous l'envoie en disant, mais c'est une magnifique indication. Donc, il n'avait plus de front, il avait des implants un peu partout, il n'avait plus de nez. Bref, c'était absolument horrible, mais ça faisait 30 ans qu'il vivait comme ça. Et ce monsieur avait créé sa société industrielle et il avait réussi à mener une carrière professionnelle, une vie, en dépit de ça. Voilà. Et bien évidemment, nous n'avons pas retenu d'indication à aller remettre en cause ce nouvel équilibre de vie qu'il... voilà. Alors ça va même beaucoup plus loin
le propos que je peux tenir, n'est-ce pas? Donc effectivement, il y avait la question des aveugles, qui est une question intéressante. On m'a envoyé un jeune patient qui avait, lui, qui s'était donné un coup de fusil dans la figure, qui était aveugle, qui n'avait plus de nez, qui avait subi une vingtaine d'interventions chirurgicales. Et à l'époque, je sais que je n'avais pas accepté de lui faire une transplantation ou de lui proposer une transplantation faciale, en dépit des séquelles qu'il avait. Alors il y avait le fait, effectivement, qu'il était aveugle, et puis, dans mon esprit, la transplantation vaut non pas pour, comment dirais-je, réparer les échecs des autres techniques. N'est-ce pas? Je crois que c'est plus bon. Et je pense que d'ailleurs actuellement dans la pensée que nous avons, voilà. Et donc on est amené, si vous voulez, vraisemblablement à en récuser davantage de ces gens-là. C'est un élément qu'on prend effectivement en compte. Comment quelqu'un est capable d'accepter les contraintes non seulement de traitement médical après, mais effectivement la modification du visage qu'on lui impose après. Cela étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la priorité n'est pas à l'aspect morphologique, la priorité est à l'aspect fonctionnel. Quand vous ne pouvez plus aller manger au restaurant parce que vous ne pouvez plus manger. On a fait, avec la première transplantée, ça a été assez extraordinaire. On s'est retrouvé un jour à Bruxelles, n'est-ce pas? Elle habitait Valenciennes. On se retrouve à Bruxelles avec nos collègues américains en train de faire la dissection pour justement, les Américains n'avaient pas encore fait de transplantation. Donc voilà, on disséquait avec eux à Bruxelles. Enfin bon, c'était un plaisir de partage entre scientifiques, si vous voulez. Enfin, c'est pas. Et le soir, on fait venir la transplantée et on va dîner au restaurant. Voilà. Et on se retrouve dans un grand restaurant sur la grande place de Bruxelles, etc., où il y avait tout plein de monde. Personne ne s'est aperçu que la transplantée faisait partie effectivement des clients de cet hôtel. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de permettre à quelqu'un et ça ils en ont très très vite conscience, de pouvoir remener une vie sociale normale. Et ce qui est important, c'est moins que l'apparence. Vous n'avez pas conscience de votre visage. Vous n'avez conscience de votre visage que dans le regard que je porte sur lui et dans le regard que vous portez sur votre visage dans la glace. Et encore, vous le voyez à l'inverse de ce que je vois. Continuez. Oui, j'entends bien ce que vous dites par là, mais ce que je vais verbaliser était plus dans le sens émotionnellement et cognitivement. Comment est-ce que j'entends bien que mon visage, je reconnais uniquement plus ou moins uniquement par rapport à ce que l'extérieur me renvoie, mais le fait est que dans le miroir, je me reconnais et je sais que c'est mon visage et pas celui d'un autre. Et à ce sens, est-ce qu'une personne qui se fait transplanter la moitié de son visage peut dire la même chose? Et dans le cas de la première transplantation dont vous avez parlé, même si en vieillissant, on change, ce changement se fait progressivement et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le reconnaît pas, enfin qu'on ne le voit pas et qu'on n'est pas choqué notre visage 5 ou 10 ans plus tard. Là, il y a un changement brutal, il y a une coupure claire et nette entre le avant et le après. Et même si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si on enlevait la séquence entre les 3 photos où on voyait la patiente avant, pendant qu'elle était handicapée et après la transplantation, si on enlevait la salle du milieu, on ne voyait pas de différence. Le fait est qu'elle a vécu cette expérience et qu'elle a vu une cassure. Et c'est là où je voulais en venir. Oui, alors il y a, vous connaissez, vous avez peut-être vu le film La Chambre des officiers, peut-être, où effectivement il y a cet épisode où il est noté qu'au Val-de-Grâce, il n'y avait pas de miroir pour les bons, et qu'effectivement, comme dans les camps de concentration d'ailleurs, il n'y avait pas de miroir aussi au début, c'est là autre chose. Mais, donc et nous, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que la première, c'est assez intéressant, c'est le premier geste pour la première transplantée qu'on ait fait, c'est on a accompagné la patiente face au miroir pour qu'elle prenne conscience de sa défiguration. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de noter, et elle l'a bien exprimé, c'est que quand elle s'est relevée chez elle après que son chien l'eut mordu, n'est-ce pas, le premier réflexe qu'elle avait en sortant de cette espèce de... puisqu'elle avait pris un peu de Valium ou je ne sais pas quoi, bon, bref, elle se lève, elle voit du sang, etc. Bon, la première chose qu'elle fait, et elle prend une cigarette pour mettre à la bouche alors qu'elle n'avait plus de lèvres. La non-conscience de sa propre défiguration. Et donc, nous, le geste qu'on a fait d'emblée, et les gestes que l'on fait avec les défigurés, c'est de les accompagner devant le miroir. N'est-ce pas? Bon. Et de leur faire prendre conscience, et là aussi c'est un élément intéressant, on parlait des aveugles. L'aveugle, lui, il a conscience de son visage à travers la sensibilité et le toucher. Il compense comme ça. Alors donc, on a fait ça avec elle. Et après la transplantation, l'une des premières choses qu'on lui a offert, enfin, qu'on lui a fait
faire, c'est de se regarder dans le miroir pour qu'elle prenne conscience. Il y a tout un apprentissage de son visage, n'est-ce pas? Cela étant, vous dites, oui, vous vous regardez dans le miroir, vous vous reconnaissez. De temps en temps, vous devez être prise en photo et vous ne vous reconnaissez pas sur les photos qu'on a prises de vous. Hein, ça doit aussi vous arriver. Hein, quelquefois, on est un petit peu surpris. Voilà, c'est pas. Non, je crois qu'on ne connaît pas très bien son visage. On se reconnaît, mais je crois qu'on ne connaît pas bien son visage. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Allez-y, posez votre question. Ah oui, excusez-moi. Moi, j'aurais voulu savoir si la transplantation de visage ou la greffe, je ne sais pas trop comment on dit, est aussi indiquée. On greffe des tissus, on transplante des organes. C'est quoi un visage? Alors, si c'est de la viande, c'est du tissu. Donc, on peut parler de greffe de visage, mais si c'est quelque chose qui fonctionne, comme une jambe, comme disait Pascal, à ce moment-là, c'est un organe, c'est une transplantation. Allez-y. Donc, je vais parler de transplantation, si vous voulez bien. C'est pas d'importance. Et je voulais savoir si c'était aussi indiqué dans le cas des grands brûlés de la face. Est-ce qu'on peut aussi... Alors, ça a été pensé au départ pour cela. Ça a été pensé pour les grands brûlés au départ. Et on a pensé la transplantation du visage essentiellement en surface et pas en termes de... Voilà. Alors, et effectivement, il y a eu des transplantés de la face, enfin des gens qui ont eu des transplantations du visage. Voilà. Alors, il y a eu un cas à Paris, chez mon collègue, où ils ont transplanté le visage et les mains dans le même temps opératoire. Et malheureusement, il y a eu une complication malheureuse et le patient est décédé au bout de 3 semaines de surinfection. Il y a eu une très belle... Je dis qu'elle est très belle, mais je la conteste dans son indication. Une magnifique observation à New York par mon collègue à New York qui a fait une allotransplantation de tissu composite de la totalité du visage, donc une greffe de visage complet, à un ancien brûlé. Alors c'est assez compliqué si vous voulez. D'abord, il faut savoir si la brûlure n'atteignait que le visage ou si ça touchait l'ensemble du corps. Après ça, il y a la profondeur de la brûlure. Là, en l'occurrence, c'était une séquelle de brûlure superficielle. Il y a eu, effectivement, des brûlures profondes. Alors ça, c'est tout à fait autre chose, qui sont des brûlures électriques majeures avec destruction des tissus profonds. Il y a eu 2 patients de Boston qui ont été pris en charge comme ça. Je pourrais vous le montrer, enfin bon, c'est pas le problème. Alors, mais pour les brûlures superficielles. Alors, le problème d'une brûlure superficielle, si vous voulez, c'est qu'au départ, on fait des greffes de peau. Autrement dit, vous allez prendre sur le corps du brûlé toute une partie d'épiderme pour recouvrir et reconstruire le visage ou les mains ou les trucs dès lors qu'on a affaire à une brûlure du 3e degré, hein, donc une brûlure profonde. Et la question c'est si la transplantation ne marche pas. Autrement dit, vous allez défaire ce qui a été fait pour essayer de faire mieux avec toute une série de questions, notamment sur le plan fonctionnel. Jusqu'où faut-il aller? Faut-il prendre les muscles ou pas prendre les muscles? Et si on prend les muscles, comment faire pour la réparation nerveuse? Enfin bon, ça c'est des questions d'ordre technique hein, qui sont un petit peu plus compliquées. Mais surtout dans l'esprit, c'est toujours penser. Et là, je crois que la grande leçon, hein, imaginez que la première transplantation a été faite il y a bientôt 15 ans et qu'il n'y en a eu dans le monde que 42 de réalisés. Simplement parce que il a fallu se faire à l'idée que pour le visage, qui n'est pas un organe, si tant est que ce soit un organe vital, hein, on est bien d'accord, il y a quand même eu 6 voire 7 décès jusqu'à présent sur 42. C'est quand même beaucoup. Alors vous allez me dire, transplantation cardiaque, il y en a eu beaucoup plus, etc. Transplantation hépatique, il y en a eu aussi bien davantage. Mais ce sont des organes vitaux, alors que le visage n'est pas. Est-ce qu'on peut admettre d'avoir un risque vital en faisant une transplantation du visage à quelqu'un? Alors ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, on s'est aperçu, et alors là, c'était assez intéressant, c'est on s'imaginait que vous savez, il y a ce qu'on appelle les phénomènes de rejet aigu. Ça, c'est une histoire de dose d'immunosuppresseurs. On arrive à peu près à... Bon, et on sait que la peau est très immunogène. Le muscle l'est aussi, et la peau est très immunogène. Autrement dit, on joue et on jongle avec les traitements immunosuppresseurs. Mais le risque de rejet aigu est important, et bien souvent, la quasi-totalité des transplantés de la main et du visage font des rejets aigus au bout de 3 semaines, 1 mois, quand on commence à descendre le traitement, donc il faut trouver là le bon équilibre. Mais il y a aussi le phénomène de rejet chronique. Quelle est la durée de vie moyenne d'une transplantation cardiaque? 12 ans. 12 ans. Donc il y a des gens qui ont été retransplantés.
Et en termes de transplantation rénale, il y a des gens qui ont eu 2, 3, et je crois savoir, vous me confirmerez, il y en a eu un qui a dû avoir une 4e transplantation rénale, je crois. Hein. Plusieurs aussi, oui, voilà. Donc, vous voyez un petit peu et le rein, en plus de ça, bon, a priori, hein, non, enfin bon, ça on pourra en discuter, sur le caractère vital de la transplantation rénale. Voilà. Donc, pour un visage, vous dites, je vous transplante votre visage, mais pas vous dire, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 15 ans, ça peut peut-être durer 20 ans. Au-delà, je ne garantis rien. Et du coup, j'ai une deuxième question. Alors, non, mais alors, ben voilà. Ah, Alors, mademoiselle, vous avez votre âge, je vous transplante avec effectivement, alors là aussi, des conditions un peu particulières, parce que si en transplantation cardiaque, je peux prendre n'importe quel cœur pour peu qu'il soit sain. Voilà, il y avait cette magnifique phrase de Christian Cabrol quand il disait, quand il raconte la première greffe qu'il a faite. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer à ses 90 ans. On avait fait un truc à l'Académie de chirurgie et il dit « Je ne pouvais pas comprendre comment un si petit cœur pouvait remplacer un aussi gros cœur. » C'est assez extraordinaire. Donc, vous voyez un petit peu. Nous, on a des contraintes de couleur de peau, d'âge du donneur, de texture cutanée, voyez-vous. Voilà. Bien. Et donc, pensez que voilà, vous avez votre âge, je vais vous faire une transplantation. Je peux prendre le visage d'un monsieur à côté et vous le transplanter. Pas sûr que vous soyez tout à fait d'accord, n'est-ce pas? Donc il faut qu'il y ait une certaine ressemblance, une bonne intégration au reste de votre visage. Mais il faut que je pense aussi que dans 20 ans, et que vous sachiez aussi que dans 20 ans, peut-être faudra-t-il vous retransplanter. Autrement dit, de défaire tout ce qui a été fait pour refaire, n'est-ce pas? Et avant que votre visage ne soit actif, à la fois en termes de sensibilité et de motricité, ben, il y a plusieurs mois. Il y a toute une série de rééducations, de trucs comme ça. Voilà, c'est terrible. Hein, voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est en grande interrogation sur, voilà, quid du devenir de la greffe de visage. Mais ça, c'est les claques dans la gueule, enfin, pardon, les leçons d'humilité, ça fait partie de l'histoire de la médecine, et c'est bien. Et c'est bien. Et c'est bien. Ça va à peu près, non? C'est parfait, mais du coup, vous avez répondu à ma deuxième question, je pense, en partie en tout cas, qui était est-ce que vous avez le recul nécessaire pour voir comment évolue le greffon avec le temps? Est-ce qu'il vieillit aussi vite que le reste du corps? C'est aussi une interrogation qu'on a eue. Alors et là, on a une double réponse discordante. La première réponse, alors bien sûr, il y a le problème de l'âge du donneur et de l'âge du receveur. Il y a une transplantation qui a été faite en Turquie, je crois, pour un jeune garçon de 18 ans qui a reçu le visage d'un donneur de 40 et des années. J'ai vu les photos après, c'est nul, quoi. C'est pas beau, quoi. Enfin, voilà. Donc, je ne vous transplanterai pas le visage de quelqu'un qui a 50 ans sur votre visage. Donc, vous pouvez être rassuré. Alors, l'autre aspect, donc, il y a déjà la concordance d'âge au départ. Mais c'est vrai que compte tenu de la difficulté à trouver un donneur, jusqu'où peut-on aller, jusqu'où se doit-on d'aller, hein, bien. Alors après ça, il y a le comportement au niveau du visage. Et c'est la raison pour laquelle aussi, à l'heure actuelle, plus ça va, plus on a tendance à faire la totalité du visage. Techniquement, ça ne présente pas beaucoup plus de difficultés sur le plan strictement chirurgical. Et ça permet effectivement de globaliser et de ne pas séparer les deux parties du visage. Voilà. Alors, il est clair que si, par exemple, on estime que le vieillissement du visage, c'est compliqué le vieillissement du visage, c'est lié à une sénescence normale des tissus, est-ce que le fait de faire beaucoup de mouvements accélère le vieillissement ou pas? Et est-ce que les rides, ce sont des éléments de vieillissement ou uniquement des marques de fonction? Enfin, vous voyez, ce n'est pas aussi simple que cela. Eh bien, on admet que le transplant ayant moins de mouvement ou moins d'amplitude de mouvement va vieillir moins vite. D'un autre côté, au départ, il ptose, comme il a moins de mouvement, il a moins de tonicité. Donc là, c'est assez difficile d'aller... je crois qu'il y a deux éléments. À la fois, il aurait tendance à vieillir moins, et puis malgré tout, ça dépend de l'âge de l'un. Enfin, il y a des tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Chez nos 3 transplantés, ça n'a pas été un élément marquant. Il n'y a pas eu de dissociation importante de vieillissement entre la peau saine, la peau qui restait, et la peau du transplant. Et notamment pour la 3e, on commence à avoir un recul intéressant chez une femme qui a 50 ans.
C'est intéressant, il n'y a que les femmes qui posent des questions. C'est assez curieux, ça, dites-moi. Je ne sais pas quel signe il faut y trouver. Je voulais savoir quel était le parcours de rééducation de ces patients. Majeur. Il est prêt, je ne veux pas dire péropératoire, mais il est préopératoire et il est post-opératoire, oui. Constant, quotidien, aussi bien pour les mains que pour le visage. Oui, et très précoce. Très précoce, il y a une prise de conscience du transplant. Donc, ce n'est pas une rééducation de la sensibilité. C'est par exemple la première, là, je retrouvais des notes où on disait, on lui avait fait la remarque, votre langue, vous sentez, essayez de reconnaître le transplant, puisqu'il était insensible, avec votre langue. Autrement dit, comment la proprioception doit être éduquée à reconnaître l'organe, à se faire une idée. Par une stimulation de contact. Voilà. Autrement dit, la restauration de la sensibilité passe aussi, voilà, de la même façon, bon, les histoires de pique-touche, etc., enfin, voilà, pour le côté sensibilité. Et puis après ça, oui, bien sûr, la restauration motrice par des mouvements qui sont... Alors, il faut faire un petit peu attention dans la mesure où on restaure un mouvement, soit quand on a fait des sutures musculaires, là très tôt, donc on rééduque par de la mimique, soit on restaure, donc comme pour la main si vous voulez, soit on restaure par la suture nerveuse. Et là, bien évidemment, c'est la repousse axonale qui rentre en ligne de compte et la restauration de la fonction motrice est beaucoup plus lente. Mais il n'empêche que, oui. Ah oui, c'est tous les jours, c'est quotidien. Oui. Et ça a été fait par quel professionnel, des kinés, des orthophonistes La guerre kiné-orthophoniste, j'ai été responsable du département d'orthophonie et je travaille avec une kiné qui est totalement consacrée à la rééducation de nos malades, à la fois pour la restauration des troubles de la déglutition et à la fois pour les paralysies faciales. La seule chose qui est importante, c'est comme pour le vin de Bordeaux, n'est-ce pas? L'important, ce n'est pas l'étiquette, c'est le contenu. Autrement dit, l'important, c'est la compétence de la personne. Je me fous complètement de savoir si elle est kiné ou orthophoniste. Je suis désolé. Non, mais on a les champs de compétences qui se rapprochent. Oui, mais c'est l'intérêt qu'on peut avoir et qu'on peut porter pour cela. C'est ça, c'est tout. C'est clair. Alors, ce sont deux cultures qui sont différentes, oui, bien sûr. Mais consacrées. Les gens qui font ça consacrent quasiment la totalité de leur temps à cela. Oui. Mais j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui ne fait que ça. Et qui est kiné d'origine. Voilà, vous êtes trop sage. Voilà, vous n'avez posé de questions que sur la transplantation. Tiens, il y a un monsieur qui s'est... On fait une dernière question et après il faudra qu'on arrête. Ah bon, d'accord. On est rappelé à l'ordre. Avez-vous une idée de ce que l'évolution de la médecine apporterait à la transplantation du visage? Actuellement, il faut faire très attention parce que la ville d'où je viens est la ville de Jules Verne. Jules Verne a imaginé toute une série de choses qui sont advenues et il a écrit un livre qui s'appelle Paris en 2000 où il s'est complètement trompé sur ce que aurait pu être la ville de Paris en l'an 2000. Il imaginait des dirigeables dans le ciel de Paris. Enfin bon, bref, il y avait une espèce d'idée complètement à côté. Voilà. Donc il faut être extrêmement humble et prudent en se disant... C'était une question qui a été posée par une revue, Le Quotidien du Médecin, qui avait posé la question, je ne sais plus quand, à la fin d'une année, comment imaginez-vous demain? Et effectivement, c'est une question à laquelle je suis tenté de répondre et à travers les travaux de recherche, là on a un directeur d'équipe de recherche de d'INSERM qui est dans la salle, qui s'implique dans la recherche et celui qui justement essaye à travers qui remet en cause des savoirs ou qui travaille dans un certain nombre de directions pour essayer effectivement de progresser et de faire la médecine de demain. Quand on regarde rétrospectivement les grandes découvertes, on se dit que oui, il y a des gens qui ont mené un labeur. Bon, il y a eu de temps en temps de la sérendipité chez un certain nombre de personnes avec ce hasard heureux qui fait qu'à un moment donné, il y a la découverte. Actuellement, ce qui est certain, c'est que dans le domaine de ce qu'on appelle la chirurgie reconstructrice, quelle que soit la reconstruction d'organes dont il est question,
on parle beaucoup de chirurgie régénératrice ou de régénération, d'ingénierie tissulaire, hein, c'est les mots qui sont utilisés. C'est comment faire en sorte que, comme le dragon, ou comme voilà, nous arrivons à faire repousser tel organe qui a été amputé. Alors, en fait, nous, si je vous disais qu'après notre mort, quelques jours après notre mort, nous avons encore des cellules souches dans notre corps qui sont capables de, ex vivo, être cultivées et être différenciées. Actuellement, énormément de laboratoires s'efforcent d'essayer de reproduire ce que la vie embryonnaire nous permet de faire à partir de cellules indifférenciées pour devenir après ça des cellules différenciées puis des organes. On est très, 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 très loin du compte. Actuellement, on arrive effectivement à différencier des cellules en tissu. On travaille dans deux grandes lignes directrices, soit à partir de ce qu'on appelle des scaffolds ou des matrices pour essayer de créer des tissus, alors de l'os, de la peau ou des substituts cutanés, voilà. On travaille aussi avec la possibilité de décellulariser des organes existants et les remplacer par d'autres cellules. Il y a quelques équipes qui travaillent notamment sur le rein dans cette direction-là. Nous, on a fait un gros travail avec la Belgique dans cette direction aussi. Comment, éventuellement, on va pouvoir décellulariser, autrement dit, désidentifier un organe, une oreille par exemple, un pavillon d'oreille, puis réinjecter des cellules qui permettraient à ce moment-là, issues des cellules de celui qui va recevoir l'oreille en question. Enfin, voilà, on travaille beaucoup dans cette direction-là avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Parce que je crois que c'est un petit peu plus complexe encore. Enfin, je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans vos trucs, mais en ingénierie tissulaire, je pense que c'est... surtout pour les tissus composites. Surtout pour les tissus composites. On peut effectivement envisager un scaffold au cœur et puis refaire du cardiomyocyte et régénérer derrière un cœur. C'est relativement concevable, c'est déjà fait quasiment. C'est-à-dire que Ménaché, vous parlez de Ménaché, bon, ça, hein, donc, qui travaille à Pompidou, qui est un chirurgien cardiaque, au départ a eu cette idée, puis s'est aperçu que c'était pas tout d'aller refaire des cellules musculaires. Hein, c'est avec Larguero qu'il faisait ça, et donc ils ont essayé de mettre au point, de cultiver des cellules musculaires, de réinjecter des cellules musculaires dans les zones infarcies du cœur, pour s'apercevoir que ça ne marchait pas. Et tout ça pour petit à petit développer, d'avoir une spécificité de cellules musculaires, de mettre ça sur un scaffold qui, lui, est mis en place au niveau du péricarde, je crois. Hein, j'ai fait une conférence de Ménaché là-dessus. 20 ans de boulot. 20 ans de boulot pour avancer un tout petit peu. Et la cause d'échec, en fait, vient du fait que tout le tissu neuromoteur du cœur excitable, en fait, ne fonctionnait pas exactement. Et donc, c'est déjà un problème parce que déjà, des populations cellulaires différentes, des fonctions différentes. Voilà. Donc là, imaginez ça sur un tissu composite, il faut rester humble, effectivement. Le matching cellulaire est difficile. Oui. Je suis désolée, on va clôturer parce que le centre ferme. Merci beaucoup, professeur De Vauchel, pour votre conférence et vos réponses. Cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre d'un cycle qui s'appelle Réparer l'humain. Donc, je remercie Lydie Baudiou, Thierry Bouet et Emmanuel Claus pour cette organisation. Le prochain rendez-vous, il est le 19 février. Et cette fois, on passe à l'histoire antique avec les prothèses dans la Grèce antique. Merci.